Au village, c'était quoi, peut-être 20 cases en papeau. Et puis quelques adultes, moins de 30, 28 à peu près. Mais c'était une communauté très liée, très solidaire. Parce que le village était construit en pleine forêt. Il n'y a pas de route carrossable avec des voitures qui pouvaient venir dans le village. Tout se faisait à pied pour aller au chef-lieu de la subdivision de l'époque qui est la sous-préfecture aujourd'hui. Et il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. Mais on vivait dans un petit monde un peu en autarcie, hein, où la nature nous donnait tout. Peut-être on prélevait même moins la nature, donc c'est qu'on avait toujours un surplus. Peut-être 2 ou 3 mois de disette dans l'année, mais on n'arrivait jamais à boucler l'année totalement. Donc il y avait des périodes où on avait quand même un peu faim. On avait faim, je dirais pas une période, mais ce qui était bien, c'est que c'était une grande solidarité entre les habitants du village. Donc par rapport au monde moderne, on n'avait pas ça. Mais comme on n'avait jamais vu l'électricité, l'eau courante, ou bien le savoir, avoir un livre, ou bien aller à l'hôpital, comme ce n'était pas notre portée. Donc pour nous, tout ce que nous avions avec nous, ce que nous avions dans l'environnement du village, c'était bien. Le président Houphouët, à cette époque-là, avait pris un certain nombre d'initiatives. Par exemple, la motorisation de l'agriculture. Donc, il a donné des petits tracteurs qui pouvaient transporter les produits agricoles, qui pouvaient permettre de décortiquer, s'il y avait du riz, par exemple, on pouvait décortiquer le paddy. On pouvait décortiquer le café. Donc, ces machines étaient données gratuitement aux collectivités. Voilà. Mais ça aussi, il faut que quelqu'un puisse conduire, il faut de l'essence, il faut donc du carburant, et puis réparer. Mais on n'était pas préparé à ça. Hein? Trouver de l'argent pour avoir du carburant, et puis quelqu'un qui sait conduire. Amateur de couleurs locales qui découvrait d'entre ces nuages la République de Côte d'Ivoire et les lagunes d'Abidjan, sa capitale, ne vous faites pas d'illusions. Les éléphants dans ce jeune état n'existent plus que sur les affiches touristiques et sur les timbres. On a voulu apporter le manque que la civilisation pouvait donner, ce manque-là, leur apporter. Ça, on leur apporter cette modernisation-là, sans se mettre d'accord avec eux. Donc quand je crois qu'on a réfléchi à lieu et place des villageois eux-mêmes. Bon, donc dans ces conditions, comme ils ne sont pas promoteurs, ils ne sont pas les personnes qui ont pensé à la modernisation. Donc bien entendu, ils n'étaient pas concernés. On les a amenés vers une voie qui n'avait aucune signification pour eux. Donc le résultat, ça a été un échec. Hein. Pour moi, c'est Lévia qui a développé le village.
Parce que là, il n'y a pas eu d'échec. Il a dit, même celui qui n'a rien, d'abord quand on a envoyé l'usine ici, moi j'ai recensé 50 jeunes. Je lui ai fait la proposition, il dit, mais ces enfants vont travailler à l'usine. Il dit, non, Mathieu, mais c'est pas ça. Tu vois, tu prends, mais tu ne veux pas loin là-bas. Les viens là, laissez ça là. Que chaque enfant plante au moins 1 hectare. Avec 1 hectare, il peut avoir même 300 000 francs par mois. Le planteur, son travail quotidien, c'est suivre d'abord ses travaux, de plantation. Parce qu'il a créé la plantation, il faut suivre l'entretien de la plantation, suivre la production de la plantation et travailler avec les ouvriers qu'on a. J'ai 5 seigneurs. J'ai 5 seigneurs. C'est celui qui coupe une partie de l'écorce pour pouvoir faire couler du latex dans les tasses. Si vous mettez régulièrement l'engrais, vous pouvez faire facilement à l'hectare 1 tonne et demie. Je suis planteur, je suis en même temps pépiniériste et je suis allé créer mon petit hôtel à Yabayo à partir de la plantation qui est de 18 chambres qui va me permettre d'avoir encore une autre activité hormis la plantation. C'est à partir du village que j'ai eu l'idée pour faire. Donc tout ce que j'ai fait, c'est à base du village. Je ne peux pas faire autre chose que sans le village. Le planteur a son code planteur, il a un compte bancaire qui est à SAPH et quand il arrive, on lui donne un ticket de pesée et puis la production passe directement sur son compte. C'est en fonction des clones. Sinon, un planteur qui a 10 hectares va avoir en moyenne 5 à 8 tonnes. Si on prend un prix moyen de 500 francs le kilogramme, donc calculez un peu ce que ça fait. Nous produisons en moyenne 70 tonnes jour. 70 tonnes par jour. Ceux qui m'ont suivi, au bout de 7 ans, ils ont vu le revenu mensuel qu'on avait. Et ça donnait des leçons aux autres qui ne voulaient pas tout de suite nous accompagner. Hein? Et ils ont vu le niveau de vie de ceux qui ont été convaincus par moi-même ou par ce que a fait M. le président d'Envahi. Ils ont vu la modification de leur mode de vie, ou bien de leur vie même à tout court. Et ça a donné des leçons aux autres sans qu'on n'ait pas besoin d'aller leur faire des leçons parce qu'ils voient les changements qui s'opéraient. Le principe de base de l'organisation du village Ouiné est de mettre en harmonie le moderne et l'ancien, de telle sorte que l'un et l'autre puissent mutuellement emprunter, donner et recevoir pour garantir la pérennité du progrès. Son organisation administrative a pour socle le conseil du village. C'est un organe suprême et représentatif du village. Il comprend 28 membres au rang desquels 14... Moi, quand je vois ce que M. Zadi dit, c'est-à-dire s'il parle aujourd'hui, après une semaine, allez, tu vois déjà ce qu'il a dit. Donc c'est un homme, c'est lui qui a fait que ce village a évolué comme nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Sa façon de parler à quelqu'un, il y a des instructeurs dans les autres villages. Mais lui, quand il parle là, c'est vraiment... Bon, avant que je n'arrive ici, sincèrement, tout était dans la main du président. Hein. Quand il vient, tout le monde est accroché à lui. Mais aujourd'hui, on sent un peu que les villageois même s'impliquent. Voilà, s'impliquent. Le conseil du village tient vraiment son rôle. Oui, effectivement. Le conseil a commencé à jouer son rôle. Donc s'il y a un problème à régler au niveau du village, vraiment, le conseil s'implique et ça c'est bon. Bon, effectivement, je pouvais avoir un peu d'inquiétude si par rapport au village, les gens ne s'imprégnaient pas de la réalité du président. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. C'est-à-dire les gens sentent un peu ce que le président veut faire. Donc, quelque part, il y a une petite différence. Quand je suis arrivé ici en 2000, parce que je suis venu en 2000, ce n'était pas la même vision. Mais aujourd'hui, la vision a un peu changé. Voilà. En fait, la radio, c'est pour informer la population, rééduquer la population, enseigner. Il y a beaucoup d'analphabètes. Donc, il faudrait les enseigner, les informer. Parce que quand tu es ignorant, tu commets beaucoup d'actes négatifs. Donc, la radio a une grande utilité ici à Yakolidabo.
Bon, on a des émissions d'enfants, pour les femmes, les vieillards. On a plusieurs émissions pour amener la population à comprendre certaines réalités de la vie. Bon, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il faudrait l'informer ce que c'est que la cohésion sociale. Bon, il ne sait pas ce que c'est que la cohésion sociale. Après les difficultés que la Côte d'Ivoire a traversées, la guerre comme ça, il faudrait informer la population ce que c'est que la cohésion sociale, le pardon, l'amour. Il faut l'expliquer en langue. Ici, il y a les Bété, il y a les Baoulés, il y a plusieurs groupes d'ethnies. Il y a les étrangers aussi qui sont là. Donc, comme ça, on a des communicants en langue, en Bété, en Baoulé. On fait passer les informations pour informer la population, les amener à comprendre qu'il faut pratiquer la cohésion sociale. Il faut avoir le temps, il faut prendre le temps d'expliquer. Parce que les phrases qu'on utilise, ou la pensée qu'on utilise, ils ne sont pas au même niveau que nous. Hein? Au fond, c'est un long processus. Hein. C'est le jour qu'eux-mêmes, tout ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire les infrastructures de base, qui arrivent à satisfaire leurs besoins. L'eau, l'électricité, le téléphone, la santé, les dispensaires, la maternité, l'école, l'usine de Via qui est là, aujourd'hui, qui leur permet de gagner de l'argent. Le jour qu'eux-mêmes, ils pourront, en fonction de l'évolution, de leur évolution, comparé à ceux qui sont en ville, ou même ceux qui viennent d'Europe, si eux-mêmes, ils peuvent progressivement, à chaque étape, prendre des décisions pour progresser, moi je pense qu'on aura gagné la bataille. Hein. On a essayé de voir comment on peut séparer un peu la fonction de chef du village, l'homme qui supervise tout, et ceux qui peuvent travailler à ses côtés. Donc c'est pour ça qu'on a, en s'inspirant un peu du fonctionnement de l'entreprise, on a essayé de lui donner un rôle de superviseur et de président du conseil, c'est-à-dire au fond la politique qui doit être menée dans le village, mais au moins trouver des gens pour exécuter ce qui a été conçu au niveau du village. D'abord, ici, le chef n'est pas le tout. Il ne fait pas le tout pour le tout. Lui, le chef du village, il est là pour donner des conseils, pour faire des réunions. Il n'est pas gérant. C'est pas le chef suprême. Il n'est pas, ici, le chef n'est pas gérant. Il ne garde pas l'argent du village. Il y a une caisse pour le village. Le chef du village ne règle pas à lui seul tous les litiges. Il y a un comité qui règle les litiges. Le chef du village, il coordonne toutes les actions du village. Mais il n'est pas le tout, lui seul. Dans les autres du village, le chef du village, quand il encaisse l'argent, il dit à sa femme, Jeanne, mets l'argent là sous le coussin. C'est l'argent de tout le monde. Voilà, c'est l'argent de tout le monde. Et ici, non. Ce qui provoque le plus souvent des détournements des fonds publics. Je ne veux pas citer des villages, mais présentement, il y a un village qui est en difficulté avec ces détournements des fonds publics. Le conseil existe depuis 1998. Notre rôle, c'est de regarder, de détecter et de porter des critiques et puis construire, c'est-à-dire développer. Donc, nous sommes organisés. On a mis des comités, des commissions et des comités en place. Et chaque comité est chargé d'une mission. Dans sa mission, je donne un exemple, comme vous avez déjà parlé de l'hôpital, il y a un comité qui gère l'hôpital. Au conseil, il y a 32 personnes. Et dans ces commissions, donc, il y a les idées. Et les idées sont remontées au niveau du comité villageois qui transforme ces idées en projets. Et qui apporte au conseil du village qui choisit, selon les priorités, les projets à financer. Par exemple, il y a eu cette année, disons, la réfection, la réhabilitation de l'école primaire BAD. Le conseil a des membres. Et le président du conseil seul ne prend pas une décision. Les gens prennent des décisions collégiales. Je pense que c'est un plus, mais ça c'est parce qu'il y a eu un leader.
Qui te connaît, mais toi, tu ne la connais pas. Souvent, même, elle t'insulte. Une vilaine femme comme ça qui est à la maison. Et puis, comme ça. Pourtant, c'est ton argent, il prend pour aller la nourrir. C'est leur habitude, donc ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Ils sont vieux. Ils sont les mêmes choses. Ce sont eux qui allaient apporter des conseils aux jeunes, mais lui-même, il est dedans. Quel conseil il va donner aux jeunes, à leurs fils? Lui-même, il est dedans. Dans un autre village, je vais dire à une femme d'aller balayer une rue, là où il n'y a pas sa maison. Non, pour elle, ça, c'est une chose étrange qui arrive dans sa vie. Alors que ici, nous prenons des balais, que ce soit femme morée, que ce soit femme malinquée, que ce soit femme baoulée, quoi, Agni et autres. Tout le monde, on se met ensemble, on balaye, en train de chanter, en train de rire ensemble. C'est pourquoi je dis que le village de Yakoli est moderne, sinon par rapport aux autres villages. Voilà. Ah, non, ça ne se passe pas comme ça. Dans le conseil, je suis dedans. Si les garçons ils ont un problème, s'ils ont envie de parler, moi aussi on me donne la parole. On peut discuter de quelque chose. Là, on nous écoute aussi, nous les femmes. Les garçons, c'est eux qui géraient le marché. Ce n'est pas marché. Donc ils ont donné, nous les femmes, là, ils nous ont donné ça. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils voient que ça va. Vous gérez le marché, vous gérez quoi encore? Ça viendra. D'autres choses encore? Oui. Vous allez faire quoi? Vous avez l'ambition de faire quoi? Ils vont nous donner des choses, des structures qui sont ici. Ils vont nous donner quelques structures aussi pour gérer. ressources, hein, c'est qu'on gagne sa place. Ok. Comment allons-nous faire? Nous savons qu'on ne peut pas avoir les moyens de M. Zadi. Et qu'après M. Zadi, il n'y aura pas quelqu'un de sitôt ici dans le village comme M. Zadi. Donc c'est ensemble que nous pouvons, nos ressources que nous allons mettre ensemble pour jouer le rôle que M. Zadi jouait à lui seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun gagne un minimum de revenus. On pense que chacun ici au village a au moins 100 000 francs. $5 000 francs par mois. On pense que d'ici 10 ans, l'argent qu'on peut avoir
peut financer le développement du village sans que quelqu'un de l'extérieur ne puisse intervenir, sans même avoir recours au projet que l'État met en place. Parce que si on est dépendant des projets aussi, logique qu'il n'y a pas de projet, le développement est bloqué.